Bubbles présente, Projet Flèche Antique, chapitre 2, Reconnaissance. Aucune supplication ne me touche. Aucune prière ne m'invite plus loin dans votre monde à moins qu'elle ne soit accompagnée du sentiment de l'unité et de l'intégrité. Il n'y a aucun temple ou l'objet sacré qui me touche. Ils ne le font pas, ils ne vous ont jamais amené plus près de ma main tendue. Ma présence dans votre monde est inaltérable car je suis le sanctuaire à la fois du cosmos et de l'âme unique à l'intérieur de vous. Neruda était toujours un peu nerveux quand il devait faire une présentation au directeur, particulièrement quand il était en retard. Comme d'habitude, les résultats de laboratoire avaient été plus longs qu'il ne s'y attendait. Satanées données de reproduction, pensa-t-il. Néanmoins, il était heureux des résultats et pourrait difficilement attendre de présenter leur découverte. Andrew avait raison, cette merde était incroyable. Son estomac était à la fois affamé et écœuré. Il se saisit d'un gobelet d'eau à la fontaine du vestibule extérieur au laboratoire, et se mit en route vers le bureau de 15. Il se rappela qu'il était membre du groupe du labyrinthe, tout comme eux. Il n'était pas plus intelligent que lui, et en fait, pour ce qui était des langues, il était l'autorité mondiale, même si personne à l'extérieur de l'ACIO ne le savait. Le groupe de labyrinthe était un sous-groupe secret de l'ACIO. Quand 15 avait repris le contrôle de l'ACIO en 1967, il avait ressenti que l'Agence de sécurité nationale banalisait l'ordre du jour de l'ACIO. Il voulait exploiter les technologies qui résultaient du TTP avec les Zeta et les Corteum et les appliquer au développement de la technologie de l'ardoise vierge, BST, une technologie complexe pour changer les événements dans le temps sans détection. 15 voulait mettre au point l'arme défensive suprême, ou la clé de la liberté comme il l'appelait, pour le cas où une invasion extraterrestre se produirait qui était depuis longtemps prophétisée. Il était convaincu que l'ACIO devait se concentrer sur cette recherche scientifique. En partie pour réaliser cette mission et en partie en résultat des nouvelles technologies de l'ACIO, 15 avait établi une organisation secrète dans l'ACIO composée seulement de son cercle le plus secret d'associés loyaux. Établi en 1969, ce groupe d'élite s'était appelé le groupe du labyrinthe. Tout le personnel muni d'une autorisation de sécurité de 12 ou plus était automatiquement engagé dans cette organisation petite mais puissante. Avec seulement 66 membres du personnel, tous avaient subi une série d'améliorations qui avaient amplifié leur intelligence naturelle et leurs capacités innées, incluant des capacités psychiques, et c'était exactement ce qui rendait l'estomac de Neruda écœuré. Bonjour, lança Neruda au groupe des directeurs assemblés. Je vous fais mes excuses pour mon petit retard, mais les reproductions de données et l'analyse de corrélation ont pris plus de temps que nous ne l'avions estimé. Il sourit d'une charmante façon, brossa ses cheveux en arrière, s'assit et regarda 15, qui était debout à la fin de la longue table de conférence en bois de rose. Depuis que des spasmes avaient commencé à l'attaquer plusieurs mois plus tôt, il était rarement assis pendant très longtemps. Autour de la table de conférence il y avait les gens en rapport direct avec 15, Li Xing, directeur des communications et du protocole, James Loudon, directeur des opérations, William Branson, directeur des systèmes d'information, Leonard Hortman, directeur de la recherche et du développement, Lee Whitman, qui gérait toutes les relations de TTP à la fois en provenance et en direction de l'ACIO, et James Evans, qui gérait la sécurité. Jeremy Sauter, le superviseur de Neruda et directeur des projets spéciaux, était en vacances et absent de la réunion. Avec ce groupe, il était impossible de passer une réunion, peu importe sa longueur, sans faire une erreur. La seule question était de savoir quelle serait la taille de l'erreur. Neruda savait cela mieux que la plupart et remua dans sa chaise, se demandant ce qu'il avait laissé échapper.
Il s'était retrouvé en train de souhaiter demander de partir plus tard dans la semaine pour avoir plus de temps pour se préparer. Il poussait des ailes à son estomac. J'ai demandé à Jamison de présenter ses découvertes, commença 15, parce qu'il semble que nous soyons en présence d'une technologie que notre meilleur personnel, utilisant notre meilleure technologie, ne peut pas explorer. Nous avons un alliage qui est sans aucun doute extraterrestre ou peut-être transporté dans le temps, nous ne sommes pas sûrs. Il se tourna pour regarder directement vers Neruda. N'est-ce pas? Il y a une forte probabilité que ce soit extraplanétaire, mais du fait que nous ne sommes pas capables de l'explorer, non, nous n'en sommes pas sûrs. Neruda est venu me voir hier dans la nuit, ou je suppose que c'était ce matin, et m'a demandé s'il pourrait emmener une équipe de recherche au Nouveau-Mexique avec l'artefact en remorque. Il a donné une raison rationnelle et je veux simplement que chacun d'entre vous soit mis au courant. 15 rétrécit les yeux, comme s'il accommodait sur une fenêtre de lumière. Nous savons que l'objet était au-dessus du sol quand il a été découvert. Nous savons aussi qu'il n'a pas été abandonné pendant les 12 derniers mois par une source ET. Selon Jamison, l'objet est tout à fait probablement une carte ou une sorte d'appareil d'autoguidage. Il est ici pour vous expliquer son hypothèse. Je lui ai déjà donné la permission d'aller au site, mais j'ai voulu que vous ayez une occasion de poser vos questions et de formuler vos propres opinions. 15 inclina la tête vers Neruda et s'assit précautionneusement. Neruda se mit debout et marcha vers le grand tableau blanc adjacent à la table de conférence. Se saisissant d'un marqueur rouge, il écrit le mot « carte ». Il ratura quelques courts espaces puis écrivit « appareil autoguidage ». Puis il dessina une ligne verticale entre les deux mots. Au-dessus des mots, au milieu, il écrivit preuve en majuscules. Il tourna autour et fit face à l'austère groupe, tous observaient avec intérêt. Il savait que Neruda n'était pas enclin aux déclarations impétueuses ou à la rhétorique gaspilleuse. Nous sommes convaincus que l'objet est l'un de ceux-ci, ou probablement les deux, dit-il, indiquant derrière lui avec son pouce. Ce qui signifie que ce n'est probablement pas un artefact isolé. Il est également clair que c'est une technologie, et non pas une forme inerte d'art ni un objet organique. La technologie est supérieure à tout ce que nous avons examiné jusqu'à présent. Elle est complètement cachée, boutonnée, sans couture et silencieuse à tous égards. Il marcha en arrière jusqu'à sa chaise et distribua les copies d'un document scannérisé de la taille d'une affiche. À part un, dit-il. Dans cette analyse SMT, vous remarquerez la similitude évidente avec une carte topographique de quelque chose ressemblant à un environnement montagneux. Ces lignes sont invisibles pour l'œil humain, mais avec une trame de granularité de 0,0025 microns, les lignes deviennent visibles et, ce qui est plus important, révèlent un modèle. Nous avons aussi téléchargé les images satellites du site de découverte et nous les avons réduites aux cartes topographiques simples, tridimensionnelles. Nous avons procédé à une analyse de corrélation ce matin, et avons conclu que la surface de l'objet est en effet une carte. Neruda distribua un autre grand document à chacun des directeurs. Une fois que nos ordinateurs ont correspondu à l'échelle et à l'orientation, nous avons trouvé une corrélation de 96,5%. Il est clair qu'une carte est incorporée dans la surface de l'objet. Et cette carte représente le site de découverte? Demanda Evans. En réalité, le site de découverte est à la périphérie de la carte. Parlez-leur du point de référence, insista 15. Comme vous pouvez le voir, 23 glyphes entourent la périphérie du secteur de la carte. Ces glyphes peuvent indiquer un endroit dans le secteur central ici. Neruda tint son marqueur sur une position qui était approximativement équidistante des 23 glyphes.
quelle est la taille du secteur auquel cette carte fait référence? Demanda Hortman. C'est environ 20 km². Pourquoi une race étrangère abandonnerait-elle un tel objet et inclurait-elle une carte si ce n'est pas pour identifier un point de référence clair et spécifique? Ça semble improbable, n'est-ce pas? Hortman replia les bras et se pencha en arrière plus loin dans sa chaise comme pour souligner sa frustration d'avoir à gaspiller son temps à spéculer. Pas si l'objet ait été un appareil d'autoguidage et une carte, répondit 15. Peut-être la carte est-elle conçue pour vous mener au secteur général qui active l'appareil d'autoguidage. Et de là, l'appareil d'autoguidage supplante la fonction de la carte. Si nous ne pouvons pas explorer l'objet, quelle évidence avons-nous que ce soit un appareil d'autoguidage? Hortman indiqua le tableau blanc où le mot preuve semblait être seul comme une île. Nous n'avons pas vraiment de preuves solides, répondit Neruda, cependant, les étudiants qui ont découvert cela. Si vous voulez mentionner l'état hallucinatoire de ces étudiants comme preuve que cet objet est un appareil d'autoguidage, dit Hortman, alors c'est que vous êtes un peu naïf au sujet des étudiants d'université et de leur inclination pour des états altérés et l'expérimentation des drogues. J'ai personnellement soumis ces étudiants à un compte-rendu exhaustif, dit Evans. À mon avis, ils ne mentaient pas au sujet des hallucinations. C'étaient des gosses propres, ils n'étaient pas drogués. Evans était rarement si franc en présence de 15 à moins qu'il ne soit certain de ses convictions. Chacun savait cela de lui. C'était suffisant pour qu'Orman arrête son enquête. 15 plaça une interjection, permettons quelque latitude à Neruda ici. J'en tiens à avoir ma propre hypothèse, basée surtout sur une intuition informelle. Je suis sûr que nous le faisons tous. Mais personne n'est mieux informé sur ce petit jeu de possibilités que ne l'est Neruda. Donc donnons-lui une occasion de nous montrer son hypothèse de travail. Les directeurs inclinèrent la tête en appui de la suggestion de 15 et se tournèrent avec une précision robotisée vers Neruda. Il préféra que d'autres parlent et voulut que 15 explique son hypothèse. J'ai écrit ces mots sur le tableau blanc parce que j'ai voulu que vous ayez connaissance des faits de cette découverte, commença Neruda. Il y a très peu de preuves physiques à l'appui de mon hypothèse. Il marcha en arrière vers le tableau blanc et écrivit au-dessous du mot carte les mots « découverte SMT 0,0025, corrélation topographique 96%. » Sous appareil d'autoguidage, il écrivit « des hallucinations spécifiques du site rapportent par des sources fiables ». C'est l'étendue de la preuve, comme nous le savons aujourd'hui, qui explique le but probable de cet artefact. De plus, nous savons à partir de notre analyse linguistique que les glyphes ne font pas référence à notre base de données de Siru. Ils sont, pour la plupart, uniques et significativement plus complexes que tout ce que nous avons jamais vu auparavant. Ce qui est notamment troublant, c'est le fait que l'objet a été trouvé au-dessus du sol, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait placé là pour être trouvé. Il n'y avait aucune tentative de le cacher, autre que le fait qu'il soit dans une section très éloignée du nord du Nouveau-Mexique. Notre hypothèse est que le but premier de l'objet, c'est qu'il s'agit d'un appareil d'autoguidage. La carte contient un but secondaire qui pourrait être employé par quelqu'un même si l'artefact doit être disloqué de son site de largage prédestiné. L'objet est sensible au site et quand on le tient à une certaine proximité, que nous présumons être le secteur décrit par cette carte, il projette d'une façon ou d'une autre une image de sa base domestique dans l'esprit du détenteur. Et vous suggérez que sa base domestique serait un emplacement dans le centre de cette carte? Demanda Evans. Oui. Et que cette base domestique, continua Evans, est soit un site antique abandonné, soit un site actif. Plus probablement le premier que le dernier. Pourquoi?
demanda Branson. Bien que nous ayons été incapables de le dater au carbone 14 ni d'utiliser l'investigation de Jian, nous avons analysé les corrélations de la carte. De minuscules variations dans les corrélations ont successivement indiqué des facteurs d'érosion et, ayant fait une analyse de régression des modèles d'érosion probables du secteur de la carte, nous en avons conclu que l'objet a au moins 600 ans. Cela pourrait être 2 fois plus vieux. Neruda fit une pause, attendant que quelqu'un place une interjection. Mais il ne rencontra que le silence. Nous croyons que notre meilleure logique d'action serait d'emmener l'artefact dans la région centrale dépeinte sur la carte et d'évaluer l'hypothèse. De nouveau Neruda fit une pause, allant à la pêche aux questions. Reculons offrit Li Xing. Nous savons que l'objet est authentique, juste. Oui. Il n'y a aucune mystification ici, dit Neruda. Nous savons aussi qu'il était ou transporté dans le temps, ajouta Neruda. La question la plus agaçante pour moi est que l'objet est vieux d'environ 600 ans et qu'il est juste apparu un jour sans aucune trace. Sommes-nous sûrs qu'il ne représente aucune menace? Demanda Li Xing, le front légèrement plissé. Cette probabilité est faible, selon Zemi. Bien au-dessous de 10%. Nous avons quelques ennemis, rappela Li Xing au groupe, et ce type d'objet trouverait naturellement son chemin dans la CIO. Comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas une sorte d'arme si nous ne pouvons pas l'explorer? Rappelez-vous les investigations dimensionnelles que nos observateurs éloignés, RVS, Remote Viewers, ont trouvées l'année dernière, la courtoisie de Fripon Zeta 12. Notre technologie ne pouvait pas explorer cela, non plus. Puisqu'on parle de RVS, quelqu'un a-t-il déjà exécuté un RV sur cet objet? Demanda Hortman. Oui, répondit Neruda, mais là aussi, sans autre résultat que celui de confirmer la résistance incroyable de l'objet aux investigations. Projetiez-vous d'emmener des RVS dans votre équipe d'exploration? Neruda soupira intérieurement, sachant que son idée d'ensemble avait été comprise. Non. Mais c'est une excellente idée. Neruda ne pouvait pas mentir à ce groupe. Leur détecteur bullshit était si sensible qu'il pouvait découvrir un mensonge dans le sommeil profond, peu importe sa petitesse ou sa bénignité. À propos, avons-nous quelques nouveaux rapports sur le professeur Stevens? Hortman se tourna vers Evans. Nous avons contrôlé le bon professeur puisque nous avons placé l'artefact en sécurité. Il a envoyé quelques emails aux collègues et il a eu quelques appels téléphoniques, mais il a suivi notre histoire à la lettre. Je ne me référais pas à sa conformité, dit Hortman. J'étais intéressé par le contenu de ses courriers électroniques ou de ses appels téléphoniques. A-t-il une hypothèse? Le professeur Stevens a enseigné l'archéologie à l'Université du Nouveau-Mexique. Quand les étudiants de l'université sont tombés sur l'artefact pendant une marche à pied, ils l'ont apporté à Stevens pour identification. Stevens l'a immédiatement considéré comme une sorte d'artefact extraterrestre et a envoyé plusieurs courriers électroniques aux collègues, qui tous ont été repérés par Echelon, une unité secrète de renseignement de l'Agence de sécurité nationale. Puisqu'un des mots-clés qui ont entraîné le repérage des courriers électroniques était extraterrestre, les courriers électroniques ont été expédiés à la CIO. Quand la CIO est arrivée dans le bureau de Stevens 36 heures après que l'artefact ait été découvert, il a délivré un message puissant, l'artefact était une arme expérimentale volée, fortement confidentielle. Cela pouvait être très dangereux dans de mauvaises mains. Dans ces circonstances, le professeur Stevens était assez peu disposé et quelque peu soulagé de rendre l'objet à Evans, qui s'est fait passer pour un agent de la NSA.
Evans donna un coup de doigt sur un clavier incorporé à la table de conférence et montra un écran sur le rétroprojecteur. Il obscurcit légèrement la pièce et frappa sur quelques touches. Nous mettons une clôture de niveau d'écoute 5 sur Stevens, dit Evans au groupe. Notre analyse post-OPS c'est que ce type a cru que l'objet était alien. Et qu'il a cru que c'était une arme. Il a cru également qu'il valait mieux que la NSA prenne soin des dispositions. Dans ce fichier, Evans cliqua pour ouvrir un objet dans un fichier. Il y a les transcriptions des coups de téléphone et de tous les courriers électroniques qui le concernent depuis mardi, 900 heures. Si vous cherchez avec les mots « hypothèse »,« théorie »,« hypothèse »,« supposal » ou « conjecture », vous ne trouverez qu'un seul contexte. Evans finit de taper les mots et frappa la touche « Entrée ». Immédiatement le texte d'une transcription téléphonique, intitulée en partance 602-355-6217 single transmission office 0722 1207 12.478 minutes surgit. Il en choisit 30% dans une fenêtre intitulée Encadrement de contexte, cliqua sur le bouton Audio et texte et frappa Entrée de nouveau. La pièce se remplit de l'enregistrement audio d'une conversation téléphonique entre Stevens et un collègue. Pendant que l'audio passait, le texte s'affichait automatiquement synchronisé avec l'audio. Stevens, je sais que cette chose était chaude. Pour l'amour du Christ, cette putain de NSA était tout le temps après moi. Jordan, pourquoi laisseriez-vous cette chose partir? Ils ont tout pris, n'est-ce pas? Vous savez que le gouvernement n'a pas le droit d'aller dans votre bureau et de voler vos sacrés droits, sans parler de vos biens personnels ou de la propriété de l'université. Stevens, il n'y avait pas d'autre choix. Cette chose pouvait être une arme. Jordan, pourquoi? Parce que quelque agent vous l'a dit. Stevens, regardez, je connais un des étudiants qui ont trouvé cette chose et ils ont prétendu qu'elle a induit une sorte d'expérience hallucinatoire quand ils l'ont tenue, ou même quand ils étaient à proximité de la chose. Jordan, et il était simplement posé, à la vue de tous. Stevens, oui. Jordan, et comment la NSA expliquait-elle, que cette arme ultra-secrète se trouvait simplement au milieu de nulle part? Stevens, ils ont dit qu'un de leurs agents secrets avait déserté en volant l'arme il y a plusieurs mois et qu'il était toujours absent. Ils ont prétendu que l'arme était un dispositif de contrôle de l'esprit qui a été conçu pour baiser avec l'esprit de quelqu'un jusqu'à ce que ça le rende fou. Il suppose que le transfuge est devenu fou et a abandonné l'arme. Jordan, merde. C'est probablement une arme expérimentale. Mais alors pourquoi tous les hiéroglyphes étranges? Pourquoi il n'y a pas marqué gouvernement américain? Stevens, ma théorie est que cette chose était tellement dissimulée qu'ils ont voulu que ça semble alien. De nouveau, je vous rappelle que c'était la putain de NSA qui est venue frapper à ma porte. Pas la police locale ni le FBI. CA ne leur a pris que 24 heures pour me trouver. Et ce n'était pas parce que les étudiants les avaient avertis. Ils le savaient parce que cette chose, cette putain d'arme, avait un signal localisateur qui les a menés droit sur moi. Jordan, oh. Si cette chose émet un signal localisateur, pourquoi ne l'avait-il pas trouvé auparavant? Si elle était juste posée au milieu du canyon Chaco, ce serait plus facile à trouver là que de s'asseoir dans votre bureau encombré. Stevens, très drôle. Apparemment, les étudiants ont activé le signal localisateur d'une façon ou d'une autre. Jordan, alors voilà. C'est tout ce que vous pouvez faire? Stevens, tout ce que je peux faire. Que puis-je faire de plus? En criant? Jordan,
parlez avec votre chaise ou avec votre bureau. Dites-leur exactement ce qui est arrivé et demandez-leur de s'approcher de la NSA. Stevens, vous n'écoutez pas. J'ai signé des papiers avec le foutu gouvernement disant que je ne ferais rien qui pourrait risquer d'inciter l'intérêt sur cette chose. Si je le faisais, ils me traîneraient le cul en prison pour l'espionnage ou terrorisme. Jordan, ça va, ça va. Baisez le gouvernement et leurs armes. Calmez-vous. Peut-être que vous avez raison. J'aurais horreur d'avoir à dépenser mon temps précieux pour vous rendre visite à la prison. Rire, peut-être que vous devriez prendre le week-end, je veux dire, sortir du bureau, idiot, et aller à la pêche ou autre chose. Voyons ce qui va arriver pendant les quelques jours qui viennent. Si rien n'arrive, peut-être que vous avez raison. Laissons les choses aller. Evans frappa quelques touches supplémentaires, les lumières s'allumèrent et l'écran de projection disparut dans le plafond. C'est la dimension de ces théories, dit Evans. Neruda observa avec admiration comme Evans s'était reculé dans sa chaise et avait croisé les jambes comme un gentleman anglais. Son corps n'était pas le stéréotype, bien musclé, phoque marin videur de bar. Néanmoins, même dans ses amples vêtements, il n'y avait aucune erreur sur sa carrure athlétique et sur la manière dont en imposait sa présence de 6 pieds et demi. 15 se leva lentement. Ses cheveux d'argent jusqu'aux épaules étaient liés en arrière en une queue de cheval méticuleusement tressée, aucun doute l'ouvrage manuel de Li Xing. Il y avait des rumeurs persistantes selon lesquelles lui et Li Xing étaient inclinés d'une façon romanesque, bien que personne n'en ait la preuve absolue. Si les rumeurs étaient vraies, ils étaient étonnamment discrets. Personne n'avait jamais demandé, et ni 15 ni Li Xing n'avaient jamais dit ou fait quoi que ce soit qui confirmerait définitivement ou infirmerait le commérage. Je pense que nous soutenons tout votre voyage de recherche, dit 15, et nous comprenons tout l'urgence d'évaluer votre hypothèse. Peut-être qu'il serait utile que nous discutions quelques minutes de votre ordre du jour de mission. Avez-vous eu déjà l'occasion de le définir? Neruda prit la décision consciente de ne pas avaler. Il voulait que sa deuxième erreur soit réduite au minimum. Prendre un coup direct était suffisant. Maintenant il devait admettre gracieusement qu'il n'avait pas défini son ordre du jour de mission. Fichtre. J'ai été tellement occupé par le travail sur l'analyse SMT, les corrélations de cartes et la planification de mission, dit-il, que j'ai laissé échapper l'ordre du jour de mission, au moins en termes de prise de notes sous un format de présentation. Bien. Pour le moment, pourquoi ne nous dites-vous pas simplement ce que vous projetez de faire quand vous parviendrez au canyon de Chaco? Nous ajouterons certaines de nos propres idées si nous pensons à quelque chose. Ok. 15 était trop poli. Il était le meilleur psychologue que Neruda ait jamais vu, mais d'habitude il perdait sa douceur après 2 erreurs. Oui. C'est excellent, dit Neruda avec un sourire nerveux. Nous avons choisi 6 sites à évaluer et nous avons classé ces sites selon un ordre de priorité basé sur nos corrélations de cartes et sur nos meilleures évaluations d'où nous croyons que les glyphes indiquent la préférence du site, comme dit précédemment, surtout dans cette section au centre de la carte. À chaque site, nous demanderons aux RVS de commencer par évaluer les effets hallucinogènes de l'artefact et de déterminer sa base domestique. En supposant que nous soyons couronnés de succès dans l'activation de l'appareil d'autoguidage, nous suivrons son signal pour trouver la base. Une fois rendus à la base, nous sécuriserons d'abord le secteur, nous évaluerons les provisions et les exigences en main-d'œuvre et nous retournerons ensuite pour la planification de la mission et des provisions. Il regarda brièvement sa montre-bracelet, espérant envoyer le message pas très subtil qu'il avait fini et qu'il était pressé par le. Des commentaires? Demanda 15.
qui fait partie de l'équipe de recherche. Dasson, Colin, Andrew, Evans et moi-même. Et qui est le Hervé, alors? Demanda Hortman. Oui, eh bien, je n'ai pas eu le temps de passer ça en revue encore. Est-ce que quelqu'un a une recommandation? Les observateurs à distance étaient un personnel très spécialisé dans l'ASEO. Ils étaient formés pour être capables de voir un environnement à travers la distance et même à travers le temps. Mais à la différence d'autres organisations de renseignement qui employaient des RV, l'ASEO employait aussi une technologie pour augmenter leur capacité psychique naturelle. La technologie, appelée replay, permettait aux RVS de capturer leurs observations avec plus de précision. Les RVS étaient souvent attachés aux missions de reconnaissance de l'ASEO avec comme but de localiser un objet, une personne, ou des coordonnées spécifiques d'espace/temps. Leur exactitude était ahurissante. Ils pourraient voir l'endroit où était un sujet et s'il y avait des points de repère, ils pouvaient définir avec précision l'emplacement exact. Branson se racla la gorge. Étant donné la nature de votre mission, je recommanderais Samantha Foltan. Elle est relativement nouvelle mais sa concentration est la meilleure que nous ayons jamais vue dans les environnements extérieurs, imprévisibles. Walt Andersen serait aussi un bon pari mais je prendrais Samantha à cause de sa concentration peu commune. Si ses hallucinations se sont avérées être puissantes, sa concentration pourrait être un avantage réel. Quelle est l'autorisation de Samantha? Demanda Evans. Elle était SL5 depuis juin dernier. Je pense que nous devrons limiter le personnel de cette mission à SL9, dit Neruda. Nous ne savons pas encore ce que nous allons trouver et la restructuration mémorielle avec RVS est rarement efficace. Alors Walt est votre homme? Il est SL10. Je suis d'accord avec Evans, affirma 15. Prenez Andersen et faites-lui savoir qu'il doit être prêt à partir à 1800 heures. En parlant de devoir partir, je vous fais mes adieux car j'ai une autre réunion qui m'attend. Merci à Neruda et à son équipe pour leur percée sur les corrélations de cartes. C'est la première chose nous trouvions qui pourrait éclaircir ce mystère. Bonne chance à votre équipe. Neruda et les directeurs se levèrent tous à l'unisson, et allèrent en un mouvement inquiet, à la porte classée du bureau de 15. Li Xing était restée en arrière, c'était vraisemblablement elle la rencontre attendue que 15 avait mentionnée. Neruda avait exactement 3 heures avant que les oiseaux ne volent. Les hélicoptères Q-11 étaient le système préféré de transport de l'ASEO, en particulier pour des missions confidentielles. Lui et son équipe dormiraient au Nouveau-Mexique ce soir. Ils ne pouvaient pas attendre pour voir les étoiles. Avoir travaillé discrètement pendant tant d'années avait rendu cette mission particulière d'autant plus excitante. Son appétit pour le travail de terrain n'avait jamais été plus fort, mais maintenant l'herbe semblait beaucoup plus verte dans le canyon de Chaco.